Bonjour. À l'école de cinéma, ça a été vraiment important. On pouvait faire des films, des courts-métrages, et on pouvait surtout, on avait l'impression qu'on était un peu autorisé à faire des films, quoi, qu'on était là pour ça, partager la passion du cinéma avec d'autres personnes. J'imagine que vous vivez ça entre vous. C'est ce qui est le plus important. Pour moi, l'école, c'est l'enseignement, hein. Et puis il y a les liens entre vous, quoi. Les liens entre vous, la passion, les affinités, et parfois des amitiés qui durent 30 ans, enfin peuvent durer longtemps. Pour le premier film c'est vraiment un cas de figure très à part, hein. Ah, oui, aussi on fait des courts-métrages. J'avais fait deux courts-métrages qui avaient été assez remarqués. J'ai eu un prix à Clermont-Ferrand, enfin voilà, genre de trucs. Et donc les courts-métrages, ça, un producteur, il a le temps de voir 15 minutes un court-métrage. Et là, ça peut lui donner envie de faire un bout de chemin, ou disons de donner 10 000 euros pour voir, quoi. Quand on part tout seul dans la nature pour un premier film, c'est très rare, à moins qu'on ait vraiment un pitch extraordinaire. On peut essayer de démarcher avec 30 pages. D'ailleurs, c'est plus facile de démarcher avec 30 pages qu'avec un scénario complet, parce que les producteurs n'ont pas le temps de lire un scénario. Ça paraît bête à dire, mais un scénario de 100 pages, il faut ça prend 3 heures à lire, et les producteurs ont 15 000 trucs à faire, sauf de lire un scénario. Il n'y a pas de règle. Chaque scénario induit son écriture, le type de collaboration. Il y a des scénarios qui résistent, d'autres qui viennent assez facilement. Bon, de manière générale, ça résiste toujours. Ça résiste toujours. Et puis, je crois aussi, un truc assez important, c'est assez rapidement, si on peut, avoir la fin. Avoir la fin du film. Voilà. Avoir la fin du film, c'est quand même... pas avoir la fin du film, on perd beaucoup d'énergie à pas avoir la fin du film. Et puis il y a quand même cette loi un peu scénaristique qui fait que, c'est la phrase de Kazan, everything flows from the climax, c'est-à-dire tout vient du climax, tout vient de la fin, c'est pas tout vient du début, tout vient de la fin. Il faut après rendre possible la construction sur la fin. L'apport du co-scénariste, il peut être énorme. Déjà, on n'est pas tout seul, je veux dire. Attendez, déjà, un truc très basique, avec un co-scénariste, tu as des rendez-vous, 10h, 14h, la pause déjeuner, où en général, on se raconte des trucs. Voilà, après, chacun écrit les scènes qui ressemblent le mieux. Et puis, on tâtonne. Quand il y a un litige, ça peut arriver. Évidemment, on discute, on redéfinit les choses, et au bout du compte, c'est le metteur en scène qui tranche. Par contre, tu peux te souvenir, tu peux rejeter une idée qui arrive, mettons, après un mois d'écriture, et te souvenir de l'idée 3 mois plus tard, et te dire là, à la vache, en fait, tu avais raison. Et voilà, c'est un compagnonnage. C'est vrai que comme on passe du temps ensemble, il faut bien s'entendre. Mais en même temps, il y a des scénaristes qui sont pas bons, enfin qui sont meilleurs sur certains sujets que sur d'autres. Moi, je sais que je suis pas le dialogue, c'est pas là où j'excelle. Francis Hubert, il disait toujours, le meilleur dialogue, c'est bonjour. Voilà. C'est la transparence du dialogue. Le grand dialogue, c'est pas forcément la construction hyper chiadée. Le très bon dialogue, c'est surtout l'économie du dialogue. Voilà. Un acteur, quel qu'il soit, la méga star, a besoin d'un regard. Ou alors, il dévore le film de l'intérieur, et là, ça devient terrible, quoi. Mais un vrai acteur, même capricieux, même fantasque, il attend quand même qu'on le regarde. Et quelle que soit son excellence, ils ne savent jamais vraiment ce qu'ils font, les acteurs. Ils tâtonnent, c'est normal. Est-ce qu'ils sont justes? Est-ce qu'ils en font trop? Pas assez? Et ils ont besoin de ce référent du regard de l'autre, et du regard de metteur en scène. Avant de penser à diriger un acteur, il faut déjà les aimer. Ce qui n'est pas facile. C'est pas facile d'aimer les acteurs. Surtout quand on les connaît, quand on voit
leur narcissisme, leur égocentrisme, leur lâcheté, enfin, tous les défauts des acteurs, comment ils sont uniquement préoccupés d'eux-mêmes, de leurs répliques, de leur confort, de leur caravane, de ceci, de cela. Voilà. Malgré tout ça, il faut les aimer. Il faut les aimer pourquoi? Parce que c'est eux qui vont donner la chair du film. Sans film, sans acteurs, il n'y a pas de film. Alors, pour aimer les acteurs, il faut déjà aller les voir au théâtre, très important. Les voir au théâtre, apprendre à les regarder dans les films, voir les rôles différents qu'ils sont capables de faire, et puis ensuite, prendre un café avec eux, discuter avec eux, s'intéresser à leur vie, à leur divorce, à leur pension alimentaire, voilà, aimer prendre du temps et les considérer, ce qu'ils ne sont pas toujours, mais comme des êtres humains, avec leur folie, leur bizarrerie. Donc tout ça, ça se passe avant même qu'on soit sur le plateau. Hein. Avant même qu'on soit sur le plateau. Voilà, et donc déjà, l'acteur qu'on choisit, il faut l'aimer. Ne pas en avoir peur, voilà, très important. Ne pas en avoir peur, c'est-à-dire rentrer dans l'arène. C'est vrai qu'il y a un côté un peu l'acteur, voilà, c'est la cage, il est le lion, et tu rentres dans l'arène, t'as ton fouet, quoi. Il doit aller sur le tabouret. Si tu lui dis, va sur le tabouret, clac, non, il faut qu'il trouve en lui-même l'idée d'aller sur le tabouret, ce qui n'est pas toujours facile. Il n'y a pas de secret. Le film qui marche, les gens t'appellent, le film qui ne marche pas, les gens ne t'appellent pas. Donc il faut continuer à croire, enfin, à alimenter un désir d'histoire, désir aussi, je pense que aussi les émulations qu'on peut avoir. Tout à l'heure je parlais des groupes, des familles de cinéma, des groupes, enfin voilà, des gens avec qui on se sent bien et qui traversent parfois les mêmes galères. Donc on se tient les coudes, on s'écoute, on sait bien qu'il y a ce moment-là. Donc ça c'est important de garder ses amitiés, et puis de garder la curiosité des autres films, et puis si on peut, de continuer à développer, quoi, avoir des idées de films, d'en démarrer plusieurs, parfois, enfin, de déposer un projet là, un projet à droite, comme ça quand il y en a un qui se plante, on a un autre qui continue. La plupart du temps, quand on n'a pas l'acteur, quand l'acteur refuse, les producteurs sont effondrés. Le film s'arrête, quoi. T'as pas un tel, oh là là, t'as pas un tel. Et Anne-Dominique, c'est le contraire. Elle dit, ah bon, alors c'est une très bonne nouvelle que tel acteur ait refusé. C'est une très bonne nouvelle. Parce que alors justement, maintenant, on va pouvoir aller, alors qu'on l'avait vraiment voulu. Hein. Mais c'est une façon d'être dans l'élan, d'être dans l'énergie, de pas se laisser atteindre. Il y a des producteurs qui sont tout le temps déprimés. C'est toi, metteur en scène, qui dois leur remonter le moral. Ce qui n'est pas normal. Évidemment, c'est leur boulot à eux de gérer l'argent, de gérer aussi, disons, l'énergie du film. Voilà, l'énergie du film. Quels sont les rapports qu'on a avec un producteur? On déjeune ensemble, on lit, on lui donne les versions successives du scénario. Là aussi, c'est une expérience très particulière. On sent, enfin, il faut vraiment avoir confiance dans le producteur. C'est-à-dire que le producteur fait un retour sur le scénario qui peut te faire régresser, en fait. Il peut te faire régresser. Et Anne-Dominique, et aussi ça a été le cas de Rousselet, enfin, ça a été le cas quasiment de tous les producteurs avec qui j'ai travaillé, ils te font progresser, quoi. Ils te font garder le cap sur ce que tu as voulu exprimer au départ sur un truc qui était de 15 pages. Et ce cap, il faut le tenir pendant le tournage, bien sûr, et puis après pendant le montage. On remercie beaucoup Philippe Leguet d'être venu parmi nous.